FIM FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébénie. Mirador, ici, la parole est directe. Monsieur Diouf, en direct depuis Dakar, bonjour. Bonjour. Bienvenue en Guinée, à Conakry, dans cette émission Mirador sur FIM FM. Talibé Bari, première question. Vous êtes... Je salue tout le peuple de Guinée et tous ceux qui écoutent Mirador. C'est une belle émission qui nous permet de dresser des lianes d'échanges et de coopération entre les peuples de l'Afrique de l'Ouest, en particulier de l'Afrique en général, à partir de cette capitale historique de Guinée, la ville de Conakry, une mamelle importante du panafricanisme et aussi des luttes sociales et syndicales de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Merci pour ces aimables mots. Alors, M. Diouf, on le disait tantôt, vous connaissez bien le paysage politique et social de la Guinée. Une question imparable qu'on pose à tous nos invités. Comment avez-vous vécu la chute du président Alpha Condé le 5 septembre dernier? Le président Alpha Condé, panafricaniste et acteur incontesté de la lutte démocratique sur le continent, qui donc, pour beaucoup, sort de l'histoire par la petite porte. Oui, je vous remercie. Je renouvelle mes amitiés, mes relations fraternelles avec tous les peuples africains de la Guinée. À l'époque, quand nous avons reçu l'information, nous étions entre de petits amis et panafricanistes discutant de la géopolitique sous-régionale et de la crise africaine au Sahel. Suivez mon regard vers le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et boum, on a reçu l'information, il nous fallait vérifier. Nous avons appelé donc en Guinée à des amis, à des collègues pour être sûrs de l'information qu'on avait reçue, de quoi il s'agissait exactement. C'est comme ça qu'on a reçu, mais parce que cela nous intéressait et nous suivions donc ce qui s'est passé en Guinée déjà depuis quelques décennies. Je me rappelle avoir participé à l'époque à beaucoup de manifestations quand le président Alpha Condé était interdit d'entrer en Guinée-Conakry et qui descendait de son avion à partir de Dakar auprès de ses amis comme Ladine Savané, de ses amis politiques comme Ahmed Dansoro et Azonam, de ses amis aussi comme le professeur Bakili, etc. Donc ça veut dire que nous sommes fait une ligne panafricaniste qui nous obligeait à suivre ce qui se passait dans la sous-région parce que nous sommes d'abord des militants panafricanistes. Et voilà donc pourquoi nous avons tenté de maintes fois d'ailleurs des médiations quand le projet de modification de la Constitution a été lancé. Nous avons tenté par 1000 voix d'en arrêter le processus pour une concertation politique interne et éviter éventuellement qu'il y ait des affrontements. Malheureusement, cette médiation qu'on a tenté à tous les niveaux, au niveau même sous-régional, en allant au Mali, en allant au Niger, au Sénégal, pour voir ce qu'ils étaient les amis les plus proches et historiques du président Condé pour arrêter le processus, ça n'a pas abouti. Mais ce qui est arrivé, c'est tout à fait regrettable à mon avis, mais sans doute ça permet aussi de voir un nouveau élan pour ce peuple historique, héroïque de Guinée, qui devrait pouvoir prendre donc un nouveau départ de reconstruction démocratique, de reconstruction sociale, de cohésion interethnique et culturelle pour permettre à ce que l'Afrique de l'Ouest puisse en même temps bénéficier des avantages socio-économiques et aussi de l'expérience de la Guinée pour se reconstruire. Parce que je le dis, la Guinée est la seconde mamelle, sinon la première mamelle panafricaniste de notre sous-région et l'une des mamelles importantes du panafricanisme historique. Donc voilà pourquoi ce qui se passe en Guinée nous concerne tous, nous intéresse tous, parce qu'avec les Guinéens, nous sommes dans le même bateau et nous avons le même destin. Absolument. Alors, pour continuer... Alors, Monsieur Diouf, quel est le principal enseignement que vous tirez du sort de Alpha Condé, finalement renversé du pouvoir? Alors, le principal enseignement, donc, c'est un enseignement démocratique, un enseignement de dialogue, un enseignement de cohésion, un enseignement d'entente, un enseignement aussi, donc, de participation à la fois citoyenne et politique et sociale et économique de toutes les populations, de tous les acteurs, de toutes les couches, quand il s'agit de réfléchir, de transcender, de transformer ou de créer des mutations sociopolitiques.
Cet enseignement, c'est carrément de nous dire, il est souvent bon que les dirigeants africains puissent écouter ce qui n'est pas dit politiquement devant eux, mais qui se dit socialement et citoyennement au sein des populations et des communautés. Cet enseignement, c'est donc un enseignement d'écoute. Quand la Guinée bouge, l'Afrique de l'Ouest aussi peut bouger. Et c'est pourquoi donc à l'époque, nous avons tenté, comme j'ai dit, de parler au président Alpha Condé. Nous avions même envisagé à l'époque d'organiser une conférence panafricaniste et internationale pour aider à apaiser les esprits, à reconstruire les choses et à faciliter le dialogue. Tout Bien. ça donc n'a pas été fait. Ah. Donc l'enseignement, c'est de dire écoutons-nous, parlons-nous, Bien. acceptons les différences, communiquons entre nous et essayons de mettre l'intérêt général en avant. Voilà, c'est sur la base de ces enseignements que vous tiriez de la chute d'Alpha Condé, ancien panafricaniste. Il est encore certainement d'où il est. On va observer une petite pause, vous nous le permettrez, Monsieur Diane. Derrière l'information, la parenthèse info, nous vous retrouverons pour continuer cette interview. Monsieur Mignane Diouf en ligne, en direct, Mohamed Kaba, nous continuons avec lui. Alors, monsieur Mignane, le professeur Alpha Condé, vous l'avez dit tantôt, ne vous a pas écouté. Vu qu'aujourd'hui, il n'est plus aux affaires, quel sort à lui réserver? Oui, je crois que mon ami, mon grand frère, Alpha, comme j'ai souvent lu, je ne suis pas encore venu à Conakry pour voir, mais comme j'ai souvent lu dans les informations et quelques brides d'informations individuelles qui nous arrivent, il est dans de bonnes mains. Il mérite donc, je crois, tout le respect. Il faut lui donc laisser le sort d'un aîné, d'un ancien chef d'État, quelles que soient des erreurs ou dans ce qui a été fait, il mérite donc toute notre attention et tout notre respect. Et je crois que donc le comité de transition qui se met en place lui réserve aussi ce sort. Et ça doit permettre à ce que désormais aussi d'autres personnes de cette situation puissent comprendre qu'en fait, quand il faut se parler, il faut se parler. Quand il faut donc se mettre en synergie, qu'on le fasse. Mais je pense qu'il ne mérite pas un traitement qui ne serait pas celui d'un ancien chef d'État. Il faut plutôt lui réserver ça et lui permettre aussi donc de garder sa sérénité, sa santé et toute son intégrité morale et physique. Je crois que cela est compris par les peuples hospitaliers de Guinée, par les populations guinéennes, mais aussi par les autorités qui sont actuellement à la tête de l'État de la Guinée. J'en doute pas un seul instant. Donc, en aucun cas, il ne doit être livré à la justice. Mais écoutez, la justice doit pouvoir faire son travail dans ce qui s'est passé pendant longtemps. Une justice non partisane, mais une justice qui permet donc d'aider à la réconciliation, à la tolérance et à la résolution de ce conflit politique qui a abouti de cette façon-là, dans le sens de permettre à la Guinée de se faire un pardon global, communautaire et général, mais aussi donc d'aller vers un élan unitaire, un élan national qui permet de reconstruire et de permettre à ce que la Guinée puisse mettre en valeur l'ensemble de ses ressources à partir aussi d'une mobilisation de ressources humaines de qualité que l'on connaît aussi bien à l'intérieur de la Guinée qu'à travers la diaspora du monde. La Guinée dispose de beaucoup de capacités, de résilience, de tolérance, de pardon. Il faut donc sans doute que oui, la justice soit faite, mais qu'on évite une justice partisane, qu'on évite la chasse aux sorcières, mais qu'on essaie de voir quand même tous ceux qui ont été victimes de tout ce qui s'est passé d'une façon anormale dans ce régime-là, qu'ils puissent être indemnisés et que des hommages puissent leur être rendus. Mais cela, c'est un travail de justice qui doit se faire dans de bonnes conditions. Alors, on va donc passer à l'autre segment de cette interview. C'est la principale question, mais notamment, c'est quel rôle doit pouvoir jouer cette société civile, notamment, quelle est sa partition pour la réussite de cette transition. Là est la question et quel début de lecture vous pouvez déjà nous donner là-dessus? Oui, cela c'est une très bonne question à mon avis. Je connais beaucoup la société civile guinéenne pour avoir travaillé avec elle pendant des années. Toutefois que je descendais à Conakry, c'était dans des activités de la société civile sur des questions thématiques comme la migration, sur des questions thématiques comme les ressources naturelles, sur des questions thématiques comme la bonne gouvernance, etc. La Guinée a un potentiel extraordinaire de jeunes militants de la jeune génération au sein de la société civile. À mon avis donc, cette société doit pouvoir jouer un rôle très important. Il faudra donc que les militaires éventuellement comprennent que cela existe, des poches importantes, un réservoir important de société civile guinéenne,
Et sans vouloir vous interrompre, ce qui veut dire que vous avez un certain souvenir de quelqu'un comme Ben Youssouf, un certain Ben Youssouf Silla, en parlant de la société civile guinéenne. Pour commencer par là, je veux dire. Ah oui, mais bien sûr. Ben Sekou, pardon. Ben Sekou. Indéniablement. Rectificatif, Ben Sekou. Ben Sekou, oui, bien sûr. Et indéniablement. Et tant d'autres aussi. Bon, bien sûr. Je connaissais bien cet homme-là. Et je crois qu'il y en a donc tant d'autres hommes comme ça, et de femmes aussi. Donc, à mon avis, donc, ça doit pouvoir être possible de lui permettre de jouer un rôle important dans la réconciliation, dans la reconstruction, dans le dialogue et dans la relance à la fois sociale, économique et politique. Et je vous dis donc que si la Guinée va, l'Afrique de l'Ouest ira beaucoup mieux. Oui. Alors, cette société civile, de l'intérieur ici, nous avons le sentiment qu'elle est affaiblie parce que traversée par des divisions et certains accusant même le régime précédent d'avoir joué à émietter cette société civile. Est-ce que c'est la même lecture que vous avez en observant justement cette société civile guinéenne ces dernières années? Non, je n'ai pas la même lecture. Et en tant que sociologue de formation, ça ne me surprend pas qu'en Afrique, qu'on ait des analyses qui permettent de penser que les États tentent à émietter. Vous savez, un État, c'est une machine. Un régime, c'est une machine qui tente autant que possible de diviser pour mieux régner. Et cela donc se passe dans tous les pays du monde. Mais malgré tout cela, nonobstant tout cela, je sais qu'il existe en Guinée des militants de la société civile engagés, sincères, déterminés, motivés, qui, si l'opportunité leur est offerte, ils peuvent jouer un rôle non partisan, un rôle efficace dans ce que dont la Guinée a besoin aujourd'hui pour réconcilier ses enfants et ses filles et ses fils et reconstruire aussi notre tissu économique et déstabiliser la stabilité sociale et économique dont le pays a besoin. Mais cela, c'est des analyses qui ne peuvent pas manquer. Vous savez, quand on est acteur de société civile, équidistant des pouvoirs, souvent on est acté d'être pro-pouvoir, souvent aussi le pouvoir nous taxe d'être trop virulent, trop radical dans les positions, mais c'est la juste limite de ces positions qui permet alors d'avoir une société civile forte, multi-acteurs, multidimensionnelle, et qui sait faire et dire les choses ici et là dans différents domaines pour permettre à un État qui ne se voit pas dans les erreurs qui vont dans la gouvernance pour beaucoup mieux se reconnaître et se recorriger. Je suis donc convaincu que ce dont je connais de la Guinée depuis bientôt 20 ans, il y a énormément de potentialités d'hommes et de femmes que je connais qui aujourd'hui, si l'occasion leur est offerte, vont apporter un concours important. Et nous autres aussi, donc, à côté voisins immédiats panafricanistes, nous avons aussi l'obligation de les accompagner, de les soutenir, de soutenir le peuple guinéen, l'État guinéen. Alors, parce que pour moi, la Guinée et l'Afrique, c'est le même. Monsieur Gyan, j'ai envie de dire pour Monsieur Mignan, pardon, j'ai envie de dire pour mettre le doigt sur, si vous voulez, la matière, avant que Cabinet ne donne un peu son commentaire. Quand vous dites que vous connaissez des hommes et des femmes, sinon moi je dirais, est-ce que vous connaissez des entités en tant que telles avec lesquelles vous avez pu travailler à l'occasion de vos séjours en Guinée, dont vous pouvez nous parler clairement, qui puissent être, si vous voulez, mises dans les meilleures conditions pour qu'elles jouent leur rôle de société civile afin que cette transition réussisse? Oui, en fait, je pense que ce n'est pas l'appel que je cite des noms ou des entités, sauf si vous avez une question précise sur ces questions-là. Quand je prends des entités qui sont des plus anciennes, parce que je vous prends comme quelqu'un qui connaît les anciennes figures de la société civile, j'ai cité tout à l'heure Sekou Ben Silla Feu, mais les entités en tant que telles, vous avez par exemple l'OCNOX qui est anciennement installé en Guinée, et Ben Sekou que j'ai cité tout à l'heure, je crois, aura été à l'origine de tout ça. C'est les premiers qui ont été les premiers activistes de la société civile. Vous avez les Baouri qui ont lancé l'OGDH. Donc, entre autres, le CNOX, par exemple, et l'OGDH. Est-ce que vous avez un sentiment, un souvenir de ces deux entités-là? Oui, mais il y a l'entité, donc, plateforme globale de la société civile guinéenne que vous connaissez. Je peux citer des gens, par exemple, comme le docteur Danso, qui, à mon avis, est un jeune plein d'ambition et de vision, avec qui je travaille sur pas des questions en Afrique, pas seulement en Guinée, mais dans la sous-région. Je connais dans d'autres comme les Abdoulaye Diallo. Je connais d'autres femmes comme les Madara
je crois Singhi et tant d'autres, j'en connais vraiment une pléthore d'acteurs et d'actrices qui, si on les met devant, pourraient apporter un concours important. Et je crois que donc ces jeunes dirigeants intellectuels capables de réfléchir et d'apporter un coup de main de la génération actuelle. Des gens comme Dansa, Docteur Dansa, oui, la génération actuelle, ces jeunes-là, j'ai travaillé beaucoup avec eux à Dakar, en Guinée, au Mali, au Niger et dans d'autres régions, même dans l'Afrique du Nord. J'ai discuté longtemps avec eux, voyagé souvent avec eux. Je sais qu'ils ont beaucoup d'ambition. Ce jeune docteur-là, à mon avis, il peut faire si une équipe est autour de lui, si des gens aussi donc sont tolérants et sont solidaires, il y a capacité donc de faire plein de choses avec cette génération-là, à mon avis. Et vous insistez sur ainsi, c'est-à-dire que si on leur fait confiance, est-ce que cette confiance-là devrait se traduire par exemple, des nominations à des postes dans l'appareil d'État pendant cette transition? Ou plutôt leur laisser les marges. Quand je mets des si, quand je mets des si, parce que je ne suis pas la personne capable de décider. Mais quand je dis des si, c'est parce que cela permet éventuellement donc de dire à tout j'ai des éventualités comme celle-là. Mais à mon avis donc, le comité aujourd'hui militaire, je peux dire carrément Doumbouya, si le colonel Doumbouya, si j'avais un conseil à lui donner, si j'étais à ses côtés, comme conseiller un politique ou conseiller citoyen ou conseiller ceci, je lui recommanderais, si j'avais ce pouvoir-là, carrément de mettre la priorité sur les acteurs de la société civile, la jeune génération, et de faire une osmose, une amalgame, une symbiose plutôt d'acteurs qui pourraient avoir un rôle important à jouer dans le comité national de transition. Et la Guinée a besoin de cela aussi. Une osmose générationnelle, une osmose d'acteurs permettrait éventuellement très prochainement à ce que cette transition soit une réussite totale pour la Guinée et pour nous tous. Et à mon avis, ça pourrait permettre donc, pourquoi pas, de montrer que oui, les militaires en tenue peuvent avoir des visions tout à fait claires, des transformations à faire en tirant des leçons du passé. Parce que jusque-là, on a vu que des technocrates, des diasporas... Non, il y a Mori Kondé qui est de la société civile, mais c'est vraiment... qui est ministre de l'administration du territoire. C'est vraiment minime comme exemple, quoi. Je veux dire, jusque-là, ceux qui ont été pris de la société civile... Non, justement, et Mori... Tout dépend du contexte, à mon avis. Oui. Tout dépend Tout dépend du contexte et de la façon dont cela se passe. Mais à mon avis, des technocrates, on en a besoin. Des politiciens, on en a besoin, ou des hommes politiques. Des acteurs de la société civile, on en a besoin quand il s'agit donc de reconstruire et de relancer. Quand il s'agit donc de se faire tolérance, de se pardonner et de remobiliser les forces. Bien. La situation de nos partisans et l'osmose d'acteurs permet d'avoir dans un panier, si on peut l'appeler ici, ou dans un convoi, beaucoup d'hommes et de femmes, et chacun apportant son expertise, son engagement, sa détermination, son dévouement et son patriotisme, tout cela donc mis ensemble dans une bonne cadence pour permettre de relancer rapidement les choses. Cabinet Fofana. Oui, vous savez certainement le Front National de Défense de la Constitution. Tout à l'heure, vous disiez que la société civile doit être mobilisée dans le cadre de cette transition. On a vu que le FNDC a organisé une mission citoyenne dans la sous-région pour une mission d'information citoyenne. Qu'est-ce que vous pensez du rôle que devrait jouer ce front-là dans la suite de la transition ? Oui, vous savez donc, en pleine tempête, en pleine turbulence politique, souvent tous les acteurs, chacun cherche éventuellement à voir comment il peut sensibiliser, comment il peut informer, comment il peut donc aider à résoudre le nœud gorgien qui étoufferait ou qui constituerait un blocage. Je crois que dans ce cadre qu'à l'époque aussi, ce que vous dites s'est passé. Je connais bien ce cadre-là. J'en connais beaucoup aussi donc qui en étaient acteurs ici à Dakar, à Conakry aussi quand je venais souvent, et j'en ai échangé beaucoup aussi avec certains pour trouver les mécanismes les plus douces, les plus démocratiques pour trouver des solutions. Donc je crois que c'est tout ça qu'il faut tirer au bilan.
évaluer tout ce qui s'est passé de par les dernières années de l'année 2020, 2019, 2020 jusqu'à maintenant. Et évaluer tout ça. Donc, maintenant, voilà les erreurs qu'on a commises sur le plan politique. Voilà ce qu'on a commis sur le plan citoyen. Voilà ce qu'on a commis sur le plan syndical. Mais qu'ensemble, qu'on reconnaisse nos erreurs parce que l'erreur est humaine. Mais qu'à partir de là, donc, que chacun se dise, je fais le pari, je fais le serment que la Guinée a besoin de moi et moi j'ai l'obligation morale de continuer à contribuer pour la Guinée. Si chacun se comporte comme ça, sans doute, on pourra se pardonner, relancer les choses, reconstruire et permettre à la Guinée de profiter de tout ce qu'il a comme ressources aujourd'hui et d'aller donc vers la dynamique d'un pays émergent et fort. Monsieur Mignane Diouf, depuis Dakar, coordinateur du Forum social sénégalais, qui donne sa lecture de la société civile guinéenne et ce qu'elle devrait jouer comme rôle pour une transition réussie en Guinée. Mohamed Kaba, question. Voilà, monsieur Diouf, je voudrais revenir un peu sur les propos de votre collègue qui a Conakry, donc Dassa Kourouba, quant à l'envoi d'un émissaire qui a été récusé par le président de la transition. Est-ce que vous êtes du même avis que le CNOSO, qui estime que la Guinée n'est pas en crise et qu'on n'a pas besoin de l'envoi d'un émissaire? Écoutez, je pense que donc la Guinée aujourd'hui a besoin de tout le monde et de toutes et de tous. On a besoin donc de voir parmi nous quels sont les hommes et les femmes sur lesquels nous pouvons compter. Et je dis qu'il y en a beaucoup. Si vous faites le tour d'horizon des curricula des uns et des autres, il y en a beaucoup. Donc je crois qu'il faudra donc essayer de voir comment nous faisions confiance. Comment est-ce que nous arrivions aussi donc à avoir une équipe qui peut se permettre, qui pourrait donc avoir la mission historique de faire la transition d'une façon tout à fait calme, pacifique, réconciliée, tolérante et excusant tout le monde. Et de ce point de vue, je crois que donc ces personnes-là, il y en a parmi elles qui peuvent jouer un rôle important. À mon avis, vous, docteur, dont vous avez parlé, si j'ai bien entendu, ce monsieur-là, à mon avis, à ma confiance, moi. Mais c'est la confiance d'un Africain panafricaniste. Vous parlez de Dr Dansa Kourouma? Je dis. Comment? Vous parlez de Dr Dansa Kourouma? Je dis. Oui, je dis qu'il a ma confiance. Si j'avais donc une recommandation à faire aux jeunes de la Guinée, au peuple de Guinée, aux décideurs de la Guinée, et son nom figurerait en bonne ligne sur une shortlist de personnes possibles à conduire les choses ou en tout cas à participer à la reconstruction. Et je peux dire qu'il y en a d'autres de sa génération autour de lui et ailleurs dans d'autres cadres qui peuvent aussi donc aider à jouer un rôle important. Alors oui, docteur, pour ce qui est, monsieur Diouf, pour ce qui est de la nomination des acteurs de la société civile à des postes de responsabilité dans l'appareil d'État, certains estiment justement que ces acteurs de la société civile se servent de leur organisation, se servent justement de leur position au sein de la société civile, ils s'en servent comme des marchepieds pour arriver à des postes de responsabilité. Et une fois à ces postes de responsabilité, ils oublient justement la population dont ils se faisaient les porte-parole. Oui, écoutez, moi j'ai coordonné le Forum social sénégalais pendant des années. J'ai coordonné le Forum social mondial à Dakar pendant des années et collaboré avec ces gens. Je crois que c'est à partir des espaces associatifs que des acteurs dirigeants et des leaders se propulsent. Il faut reconnaître ça. On ne peut pas rester chez soi, dormir tous les matins et tous les soirs et ne pas appartenir à un cadre associatif organisé et vouloir jouer un rôle important de leader dans la destinée de son pays. Non. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression, monsieur Diouf, le problème, c'est que, on peut y arriver, mais on leur reproche de se détourner des problèmes de la population une fois à ces postes de responsabilité. Bien. Oui, cela peut être des accusations, cela peut être vrai pour certaines personnes et ne pas être vrai pour d'autres. Cela aussi donc peut être des appréhensions selon les contextes dans lesquels ces personnes sont responsables. Je crois que donc, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la Guinée tire un bilan de toutes les mutations politiques qui se sont opérées jusqu'à maintenant. On a même revisité l'histoire de la Guinée du temps du président Sékou Touré avant d'arriver aujourd'hui. Si cela est fait et que cette histoire soit encore rappelée aux uns et aux autres et qu'on fasse comprendre à tout le monde que nous n'avons plus droit aux erreurs, nous n'avons plus droit à l'appréciation partisane,
Nous n'avons plus droit à l'égoïsme personnel et individuel. Nous n'avons plus droit à l'opportunisme personnel et individuel. Nous n'avons plus donc droit à penser uniquement pour nous-mêmes et oublier la parole de l'autre. Je crois que donc, quand tirant tous ces bilans-là, il doit être possible qu'une équipe, des personnes et des acteurs se mettent au travail et reconstruisent la Guinée. Toute dernière question, Monsieur Mignane, au-delà des individus pris particulièrement et de leurs valeurs, pour lesquelles valeurs on pourrait avoir besoin d'eux dans des entités de la transition. Vous avez cité des noms tout à l'heure, Dansa Kourouma, docteur Diallo et tant d'autres. En parlant des entités elles-mêmes, n'est-ce pas, de la société civile, est-ce que vous pensez qu'elles devraient dépasser leur orgueil, leur division, se mettre ensemble, le FNDC, le CNOX et d'autres entités pour se rendre utiles à la transition? Au-delà du fait que certains individus peuvent être pris. Ils sont obligés de le faire. Bien. Ils sont obligés historiquement de le faire parce que la Guinée a une étape importante de mutation et de transition qui fait qu'il faut nécessairement que ceux qui vont être à la tête de cette institution-là fassent des sacrifices individuels et collectifs qui peuvent permettre de taire les égoïsmes, de taire les différends, de taire les conflits crypto-personnels pour se mettre à une mobilisation. Là, quand la patrie a besoin de tout le monde, il faut donc une union sacrée de tout le monde. Et dans cette union sacrée, chacun doit jouer son rôle. Merci infiniment, Monsieur Mignane Diouf depuis Dakar. À bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup. Salut à tout le peuple guinéen et à bientôt. Merci, à bientôt. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terminus de cette émission, le dernier numéro de la semaine de Mirador. Nos pensées vers Aboubacar Diallo du côté de Freetown, mais aussi vers Mohamed Mara en soins du côté de Tunis, à Ibrahim Lincoln Souma qui est en congé. Merci à toute l'équipe de Mirador et à tous ceux qui étaient derrière la console et la baie vitrée. Lundi, il sera là, justement, l'influenceur ouest-africain aux manettes pour un autre numéro de Mirador. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé.